Beggen un cot de mai, ia fa pangu a taulo, avo la taulo, e de che cammi, ai si bezel de prono, avo la traduction. Voilà. Écoutez, je crois que Philippe Lamour et Jules Millot ont compté surtout pour nos appellations et pour les vignobles du Languedoc. Et nous avions cette discussion au niveau de l'encépagement. Et il y avait deux clans. Les gens qui défendaient 100% de Carignan dans les appellations Languedoc et les autres qui souhaitaient un encépagement plus équilibré avec d'autres cépages. Philippe Lamour, parce que l'homme du Nord qu'il était, mais ayant une propriété viticole dans le Gard appartenant à son épouse, a participé à l'élaboration des vins délimités de qualité supérieure à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et il en devient le président national à travers une fédération. Ça, c'était la première étape. Donc, grande discussion qui provoque la scission à ce moment-là. Corbière, Minervois voulant conserver les 100% Carignan et les autres, en particulier la Clappe et 14, qui sont dans l'Aude également, choisissent un encépagement équilibré, c'est-à-dire limiter le Carignan à 50% dans une première étape et ajouter des cépages traditionnels comme le Grenache. Quant à Jules Millot, c'est complètement différent. Jules Millot est un homme d'ici. Il est né, il a travaillé chez son père à Cossévéran. Il est d'abord instituteur, puis il est agrégé d'économie, il est professeur à la fac, il est professeur à l'école supérieure agronomique. Et lui va avoir l'idée de la création des coteaux du Languedoc, dans les années 60. Voilà. Moredon, dans lequel il y a une manifestation qui dégénère. Alors écoutez, Jean Clavel et moi, on faisait la même réflexion lorsque je suis devenu président. Jean Clavel était directeur de la DASEA du département de l'Hérault. Je l'appelle à la direction du syndicat des coteaux du Languedoc. Mais nous avons les mêmes analyses. Et il y a eu des échanges de coups de feu, il y a eu 2 morts et 15 blessés. À savoir que globalement, nous sommes un vignoble très important avec une production, il faut le rappeler, de quelques 30 millions d'hectos. Nous n'en faisons pas la moitié maintenant. Également. Donc, à partir de ce moment-là, prise de conscience d'un certain nombre de présidents ou de responsables de viticoles, ils disent on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible, on ne va pas aller à une guerre civile pour défendre un point de vue professionnel. C'est qu'il faut orienter notre vignoble, notamment de coteaux, qui ne peut pas vivre sur des rendements élevés parce que ça n'est pas possible compte tenu du climat, mais qui doit s'orienter vers les vins de qualité. Et c'est à ce moment-là qu'on me demande de prendre la direction du syndicat des coteaux du Languedoc, qui était un peu endormi. Or, la reconnaissance des vins de qualité, c'est le VDQS. Et pour en faire un outil de promotion de la qualité des produits. Mais pour nous, c'est l'antichambre de l'appellation d'origine contrôlée. Mais également un outil de communication. C'était ça l'idée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de communication positive en faveur des vins de la région. Et donc notre objectif va être d'amener tous ces VDQS vers l'appellation d'origine contrôlée. La conquête de l'AOC a été assez difficile parce que... Alors la première difficulté, ce fut avec la commission d'enquête de l'Institut national des appellations d'origine. Parce que à chaque fois qu'il y avait des commissions d'enquête de l'INAO qui venaient dans la région, il n'y avait pas une unanimité de présentation des produits. La première visite de la commission, je n'étais pas président, mais ce fut vraiment une catastrophe au niveau de la présentation des vins, des explications, des motivations que nous avions données. Et je me rappelle un certain nombre de choses épouvantables. Nous avions fait un repas avec la commission d'enquête officielle de l'INAO
dans une auberge à côté de Gignac. Et nous avions demandé que certains producteurs apportent leurs produits, puisque c'était le principe de ces commissions d'enquête de l'INAO, c'était d'avoir un rapport direct avec les producteurs. Et donc, d'abord, j'avais été nommé à l'INAO en 1975. Donc, bon, on était à Gignac, c'était au mois de juin, il faisait chaud, les gars arrivent avec les veines dans les, dans les voitures, ils étaient à 20 degrés, bon, ou plus. Et puis, il nous arrive une catastrophe terrible, c'est que d'une cave coopérative, pas très loin de Gignac, arrivent des vignerons avec leurs bouteilles. Bon. Alors, premièrement, ils sont allés puiser dans les cuves à la main, comme ça, et les cuves, il y avait des fleurs. Tu vois, ils remplissent leurs bouteilles, ils n'ont même pas lavé le tour, et les bouteilles sont arrivées avec les fleurs. Bon, ça c'était. Mais j'étais parfois au comité national de l'INAO. Je peux dire que cela faisait parfois l'humiliation. Entendre mon ignoble languedocien traité de vigne nénuphar, par exemple. Et le pire, un de ces producteurs arrive avec les fleurs sur la bouteille et l'étiquette du pastis. Donc je considérais qu'il fallait reprendre la chose autrement. Défendre une qualité alors que le niveau culturel, le niveau de nos producteurs était insuffisant. Bon, autrement, c'était d'abord d'avoir une réflexion sérieuse, profonde, ici, chez nous, avant de nous adresser à l'Institut, de façon à lui présenter, après cette réflexion, présenter à l'Institut quelque chose qui tienne la route. Ça nous a fait prendre conscience qu'il fallait absolument faire l'effort de former ces gens-là. Et on ne pouvait pas les former par des choses, des cours, tout ça ne marchait pas, quoi. Et c'est là où nous avons organisé les voyages. Et notre réflexion nous a conduit à quoi? La première chose que nous avons remarqué, c'est que la fréquentation d'autres appellations françaises, je me suis aperçu qu'on avait bâti un système à l'envers. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord être VDQS local avant de devenir VDQS régional, avant de devenir coteau de Languedoc. Il fallait un outil de communication. Donc il fallait que nous apprenions la communication moderne, et il fallait également un outil de communication à Montpellier avec l'objectif de convaincre une certaine population montpelliéraine. Et ce que nous souhaitions, c'est refaire le système à l'endroit, c'est-à-dire être d'abord coteau du Languedoc pour être après VDQS sous un nom propre qui soit, je le cite au hasard, mais Janel, Saint-Chinian, Saint-Saturnin, Pérou ou autre. Ce qui jusque-là n'était pas le cas. Alors, il y avait deux types de populations que nous visions. Premièrement, c'était les gros propriétaires viticoles, dont un certain nombre étaient des notables régionaux, en particulier dans le cadre de la médecine, des professeurs de médecine, qui étaient en même temps viticulteurs. Mais on savait, et ils disaient eux-mêmes qu'ils ne buvaient pas leur vin. Donc la réflexion, elle commence ici chez nous, pour remettre les choses à l'endroit. Ce fut pas facile. Ce fut pas facile. Je ne suis incapable de vous donner le chiffre de réunions animées par Jean Clavel et moi-même sur le terrain, avec parfois des difficultés très lourdes. Et deuxièmement, c'était l'époque de l'installation d'IBM à Montpellier. Donc, une nouvelle population de cadres jeunes, amateurs de vin. Ils ne connaissaient rien au vin de la région et il fallait leur faire découvrir nos meilleurs vins. Car chacun voulait garder son nom. Personne ne voulait accéder d'abord au régional pour être après au local. Donc,
nous créons cet hôtel des vins dans la rue Jacques-Cœur, dans le centre historique de Montpellier, pour présenter les produits, pour les valoriser, accompagnant des plats traditionnels. Mais finalement, les choses se sont arrangées. Je crois que nos producteurs ont compris que leur intérêt c'était celui-là. Et ça a été le succès. Bon, ça a été le succès. Et notre première clientèle, ça a été ces jeunes cadres d'IBM qui cherchaient à s'implanter dans la région, à découvrir la région, puisqu'ils ne connaissaient pas. Et à ce moment-là, on a entamé une deuxième phase qui était la modification des décrets VDQS, toujours en restant VDQS, sur l'encépagement. Je me rappelle, dans le Pixel-Loup par exemple, il y avait d'énormes difficultés pour faire évoluer l'encépagement. C'était vraiment très très dur. Il y avait des oppositions très fortes. Et là, ce fut la demande de diminution du Carignan, l'imposition du Grenache, de la Syrah, plus tard du Mourvèdre. Inutile de vous dire que nous avons eu quelques assemblées générales assez musclées. Et on a imposé par une assemblée générale 5% minimum de Syrah. Parce qu'il y avait des habitudes prises, parce que on avait d'abord, il n'y avait pas le revenant bon de la chose, c'est-à-dire que c'est une époque où de la quantité, pour le producteur, ça payait plus que de faire de la qualité. Et que nous avons remplacé la rue Jacques-Cœur par l'achat du domaine de sa propriété. Alors, on n'était pas vilipendés, non, mais on faisait sourire avec nos raisonnements sur la qualité, puisque dans l'immédiat, ça n'apportait pas grand-chose. Mais on a tenu bon. On a tout transformé pour que cet outil dont nous prévoyons un petit peu la destinée, quoi. À ce moment-là, eh bien, on a complètement transformé ces bâtiments pour leur donner une vocation de promotion des vins de qualité de la région, compte tenu de l'expérience que nous avions du côté de la rue Jacques-Cœur. Alors, on parle beaucoup de Jean-Claude Bousquet, de Jean Clavel. Tout ça fut possible parce qu'autour de Jean Clavel et de Jean-Claude Bousquet, il y avait aussi une équipe du bureau et du conseil d'administration des Coteaux du Languedoc. Mais sachant qu'il nous fallait multiplier par 10 la réussite de la rue Jacques-Cœur. Où on les a convaincus, où ils faisaient les mêmes analyses que nous. En tout cas, on a atteint ensemble le même but. Actuellement. Alors, du point de vue de la qualité, il y a eu une évolution assez rapide à partir du moment où tous les opérateurs, en particulier tous les énologues, ont joué la qualité dans leur ère, il y a eu une évolution assez rapide de la qualité des produits. On a parfaitement réussi, ça j'en suis tout à fait conscient, et même mes collègues, puisque je fais toujours partie de l'association des anciens de l'Institut des appellations d'origine, donc on se voit au moins une fois par an, on discute. Puis je pense que le système de dégustation qu'on avait mis en place, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons été des promoteurs dans le système de dégustation qui a été mis en place ici dans la région, alors que ça n'existait pas à Bordeaux, ou ça n'existait pas en Bourgogne. La sélection par la dégustation. On discute. La qualité de nos produits n'est contestée par personne. Alors la notoriété, elle était insuffisante à ce moment-là, et elle a progressivement évolué vers une meilleure appréciation de la qualité des produits sur le plan de la notoriété. Tout le monde admet qu'aucune région en France, et voire même en Europe, et pourquoi pas au monde, a fait les efforts qualitatifs que nous avons fait dans cette région. Ça a été plus long au niveau notoriété que ça ne l'a été du point de vue de l'évolution qualitative. Et à partir du moment où on a introduit un certain nombre de cépages, notamment je pense que la Syrah a apporté beaucoup. Mais ça ne se traduit pas, pour moi en tout cas, au niveau des prix. Je parle des prix du vrac. Alors bien sûr, il y a des producteurs qui vendent très bien leurs produits et c'est tant mieux.
qui vendent leurs produits aussi cher que de prestigieuses appellations françaises. Mais globalement, je ne suis pas sûr qu'on ait ce que j'appelais tout à l'heure le revenant bon des efforts qui ont été faits par les uns et les autres dans les zones d'appellation. Je crois que je ne suis pas à même de donner des conseils. J'ai le sentiment que les évolutions qui sont en cours dépassent de beaucoup ce que je pourrais, moi, dire de positif. Alors c'est vrai aussi que la situation viticole a beaucoup changé. Moi, j'ai connu cette région qui produisait 32 millions d'hectares. Positif. Je dis qu'on est sur un chemin d'amélioration qualitative constante, hein, avec des évolutions et des adaptations d'ailleurs aux évolutions des goûts. Elle en produit entre 13 et 14 millions. Alors ça a diminué de deux façons. La première, c'est les arrachages, 180 000 hectares. Et puis on se rend compte maintenant qu'il faut s'adapter à l'évolution des goûts des consommateurs plus jeunes. Et ces consommateurs plus jeunes demandent des vins plus fruités, plus plaisants, moins agressifs peut-être en bouche. Voilà. Mais la production a diminué aussi parce que les cépages qui sont plantés et qui se plantent sont des cépages à rendement beaucoup plus faible que ceux que nous avons connus dans notre jeunesse. Ce qui veut dire qu'on a diminué la production, les volumes, et nous restons le premier. Voilà. Et donc ça, c'est cette évolution qui est en train de se produire. Hein. Et puis quand on voit le succès des rosés aussi, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Tard. Au passage, d'ailleurs, il faut arrêter de citer la région toujours comme le plus grand vignoble du monde, car c'est faux. Le plus grand vignoble du monde, c'est la Chine et l'Espagne, mais c'est plus, et la Mancha, ce n'est plus le Languedoc-Roussillon, hélas. L'évolution actuelle me semble aller dans le bon sens. Non, les choses ont beaucoup changé. Nous sommes restés un vignoble de prestige, c'est vrai, par nos grandes appellations, et de plus en plus avec certaines individualités que nous avons à Languedoc-Roussillon. Ayons tous au cœur cette espérance que bientôt